Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue très spéciale dans laquelle j'aurai le plaisir de converser avec un scientifique canadien notoire. Et je vous présente sans plus tarder, professeur Denis Rancourt. Bonjour, Monsieur Rancourt. Bonjour Daniel, ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Je suis honoré que vous ayez accepté mon invitation. Ah oui, ça me fait plaisir. Monsieur Rancourt, vous avez un doctorat en physique de l'Université de Toronto, là, évidemment précédé par la maîtrise, baccalauréat, etc. Vous avez été professeur de physique à l'Université d'Ottawa pendant 23 ans. Vous êtes un conférencier scientifique reconnu. Vous avez publié des centaines et des centaines d'articles scientifiques. Vos domaines de prédilection sont bien sûr la physique, la chimie, la géologie, les sciences du sol, l'environnement, les changements climatiques, l'épidémiologie, et j'en passe. Est-ce que j'en ai sauté qui sont très importants? Ah, il y a eu plein de choses, c'est une grande carrière. J'ai la distinction d'être un chercheur très interdisciplinaire. Même à l'Université d'Ottawa, j'étais associé de recherche dans deux différents départements, sciences de la Terre et physique. Et puis, j'ai fait des recherches en biologie, en chimie organique, dans plein de domaines. J'ai eu la chance, c'est la curiosité qui me mène. Et puis voilà. Et évidemment, il va avoir une saveur un peu scientifique. On va essayer de vulgariser ce dont on va discuter. Mais j'aimerais ça parler à l'individu un petit peu au début, à l'être humain. Euh, Comme en 2020, quand la crise de COVID est arrivée, Denis Rancourt, lui, comment il a dealé ça? Est-ce qu'il a su tout de suite que quelque chose ne marchait pas ou il y a eu un délai comme beaucoup de monde? Comment ça, vous avez vécu ça? Non, il n'y a pas eu de délai pour moi. J'ai l'habitude de ces mensonges qui passent dans les médias et qui ont une composante scientifique. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ces phénomènes-là de société. Et moi, j'ai tout de suite vu que ça n'avait aucun sens et que ça avait une apparence d'être fabriqué de A à Z. Et donc, la première chose que j'ai fait, puisqu'on parlait déjà de vouloir nous faire porter des masques, c'est que je suis allé faire une revue de la recherche scientifique sur l'utilité des masques. Et j'ai rapidement vu qu'il y avait des très bonnes études scientifiques qui disaient toutes la même chose, les masques n'ont aucune utilité. Donc, c'est des études cliniques comparatives qui permettent d'établir qu'il n'y a pas de valeur en termes de protection euh, si on porte un masque. Et j'ai tout de suite écrit un article là-dessus qui a été répandu partout, et qui a fait en sorte que j'ai été banni de plusieurs places, etc. Mais il y a des chercheurs qui l'ont tout de suite vu, qui l'ont apprécié et qui l'ont utilisé. C'est un article qui est cité dans la littérature scientifique. Et puis voilà, ça c'était ma première épisode. Et puis ensuite, je me suis dit, tout de suite en même temps, je me disais, mais ça n'a pas de sens. Il parle d'une pandémie comme si on devrait voir des corps, des personnes qui meurent. Il devrait y avoir du monde dans la rue qui sont morts et qui sont malades, et on ne voit rien de ça. Et donc, la façon, je dirais, rigoureuse de tester ce discours absolument ahurissant, c'est de dire, bon, ben, on a de très bonnes données sur la mortalité. Les États ont une obligation légale de compter les morts et de rapporter la date des morts et qui meurt et à quel âge ils ont, etc. C'est des données de mortalité. Alors, je suis tout de suite allé voir les plus récentes données de mortalité et j'ai bien vu immédiatement qu'il n'y avait aucun excès de mortalité dans la plupart des juridictions pour lesquelles j'avais des données. Donc, par exemple, aux États-Unis, je pouvais voir la mortalité par État et je voyais bien qu'il y avait un pic très fort aussitôt que la pandémie avait été annoncée à New York, par exemple, centré autour de la ville de New York, mais il n'y avait à peu près pas de surmortalité partout ailleurs. Il y avait plus de 30 États américains qui n'avaient pas une
mortalité qu'on pouvait détecter, en même temps qu'il y avait ces grands pics dont tout le monde parlait. Alors, j'ai vite écrit un article le 2 juin 2020. Mon article a été publié qui annonçait que ces fameux pics de mortalité qu'on voyait à New York et à certains points chauds comme ça dans le monde ne pouvaient pas être dus à une pandémie de virus respiratoire. C'était impossible parce que les pandémies ne se répandent pas de cette façon-là et n'ont pas lieu comme ça. Ils ne s'annoncent pas en termes d'une mortalité observable soudainement parce qu'on a annoncé qu'il y a maintenant une pandémie. C'est du jamais vu. Donc, il n'y avait pas de mortalité avant l'annonce de l'OMS et il y avait soudainement des pics de mortalité dans des points chauds immédiatement synchrones quand on annonce la pandémie. Alors, j'ai tout de suite dit, ça, c'est une mortalité qui est due aux interventions, probablement dans les hôpitaux, de la surréaction. Et j'ai montré des articles qui soutenaient cette hypothèse-là. Et ça, c'était le 2 juin 2020. Et depuis ce temps-là, on a écrit une trentaine de très gros rapports scientifiques sur la mortalité et l'épidémiologie pendant COVID. C'est Denis Rancourt. Et là, moi, j'ai mis la main sur le dernier, c'est ça? Oui, c'est un des derniers, oui. Bon, depuis, j'ai donné des explications de ce gros article dans des articles plus petits que j'ai mis simplement sur Substack. Alors, j'ai fait des précisions, puis j'ai élaboré un peu, juste parce que c'est tellement lourd, ce gros article, que j'ai voulu le développer un peu plus. Le rapport s'intitule Hypothèse médicale, épidémie et pandémie respiratoire sans transmission virale. Denis Rancourt, PhD. Et puis, si vous permettez, mais on va le regarder ensemble parce que moi, je suis tombé en amour avec ça. On peut peut-être le montrer brièvement à l'écran, juste la table de matière, peut-être. Je ne sais pas si je l'ai ici, oui. Donc, on va partager l'écran. Donc, on a ici le fameux rapport, Monsieur Rancourt, la table des matières, en fait. Et puis, alors, bon, j'aimerais ça va signaler être en que base. habituellement, j'écris mes articles en anglais et tous mes articles sont en anglais, mais plusieurs de ces articles-là sont traduits par différentes personnes. Et ça, c'est quelqu'un qui a traduit l'article en français. Je pense que c'est une traduction qui est assez bonne. Et puis donc, quand j'ai des traductions, je les mets aussi sur mon site web pour qu'on puisse les trouver facilement. Et Ouais. donc, c'est une traduction de l'anglais. Hein? Donc, bon, introduction, un phénomène épidémiologique à expliquer. Section 3, quelles sont les causes possibles et celles qui peuvent être écartées? Et là, bon, 3.1, cause principale de décès par rapport aux maladies. 3.2, affection respiratoire inférée dans les décès contribuant à la surmortalité, toutes causes confondues. Attendez une minute. 3.3, c'est ça qui va nous intéresser. Cause principale de décès dans la surmortalité, toutes causes confondues, durant la période COVID. C'est que vous avez fait, vous avez beaucoup analysé les décès un peu partout dans le monde, par région. Vous faites des études qu'on appelle quoi, empiriques. Je sais que vous êtes bon en maths, vous êtes un gars de physique, donc statistiques et tout. C'est quoi, pour vulgariser, là, quelle démarche vous avez pris là, pour dire, bon, ben, faut que je connaisse la vérité, là, je m'en vais vers où, puis comment je fonctionne? C'est de l'épidémiologie classique. Hein? L'épidémiologie a commencé avec des données de mortalité toutes causes confondues, entre autres, et aussi des mortalités, des statistiques où on pense connaître la cause de la mort aussi. Donc, on pourrait compter, par exemple, les morts qui sont associées à une maladie respiratoire ou les morts qui sont clairement associées à un mal cardiaque, etc. Alors, l'épidémiologie étudie ces mortalités en fonction du temps et en fonction des juridictions, des places où les morts ont lieu. Et puis, des fois, on sait beaucoup de choses sur les morts, comme
au-delà de simplement le sexe et l'âge. On peut connaître les traitements médicaux qu'ils ont reçus, etc. Mais c'est ce qu'on fait en épidémiologie. On analyse ces données-là par des méthodes statistiques. Et c'est très puissant parce qu'on peut voir comment évolue le nombre de morts qu'il peut y avoir par semaine ou par jour en fonction du temps. Alors, comme j'ai mentionné au début, quand on voit en fonction du temps que la mortalité est normale, il n'y a rien de spécial qui se passe, et tout d'un coup, il y a un pic qui est immédiatement après qu'on ait annoncé à la radio qu'il y a maintenant une pandémie. Mais là ce n'est pas une coïncidence, parce que les maladies qui se répandent, c'est un phénomène très aléatoire. Il faut qu'il y ait eu des morts avant. Il faut qu'il y ait eu différents pics de mortalité à différents endroits. Il faut que les pics de mortalité se suivent l'un après l'autre pour des régions qui sont connexes. Alors, il y a quand même une loi de la contagion qui fait que ça ne peut pas simplement être des pics de mortalité qui apparaissent soudainement parce qu'on a fait une annonce politique. Hein? Et donc, moi, j'ai en même temps étudié cette modélisation théorique qui permet de comprendre la contagion. Je savais que ce n'était pas possible. Et donc, c'est ce genre de technique-là. C'est des analyses statistiques de mortalité avec de l'interprétation qui est informée par les hypothèses que les scientifiques ont proposées. Et Le donc, premier bloc, oui. Hein, c'est ça. Et donc, ces premiers pics de mortalité qu'on a vus, et la mortalité, écoutez, on a étudié 125 pays en grand détail en fonction du temps. Des fois, on a des régions à l'échelle même des comtés aux États-Unis ou des petites régions en Europe, des provinces et même des régions provinciales au Canada. On a étudié tout ça en détail et je peux vous dire qu'on ne voit jamais un phénomène dans la mortalité qui pourrait être compris par une contagion d'une maladie respiratoire. C'est toujours des morts qui sont induites par des mesures qu'on impose. Alors, ça peut être des traitements très néfastes, je dirais des agressions médicales en hôpital. Ça peut être les façons qu'on traite les personnes âgées qui sont isolées dans des maisons de soins, etc. Ça peut être des médicaments qui ne sont pas recommandés et qu'on a décidé d'utiliser en grande quantité soudainement. Des empoisonnements essentiellement. Ça inclut les médicaments qui sont typiquement utilisés en fin de vie, etc. Des médicaments de sédation. Ça peut être des interventions chirurgicales dans le genre intuber les personnes pour soi-disant aider leur respiration. Ça peut être toutes sortes de choses. Et ces choses-là, c'est bien connu scientifiquement à quel point elles sont dangereuses. Et c'est donc un peu ça. J'ai fait la revue de la littérature scientifique qui montre à quel point isoler une personne fragile, ça peut la tuer. Ça va la tuer. Ça a un effet gigantesque sur une personne, l'isolement social, et empêcher la personne de bouger. De même juste marcher normalement pour aller aux toilettes ou des choses comme ça. Dès qu'on isole et qu'on retient les personnes, ça cause un stress biologique énorme. Et donc, je cite la littérature scientifique à cet effet-là. Par exemple, il y a une étude récente qui vient de sortir où on a retenu des souris dans des petits tubes pour pas qu'elles puissent bouger pendant juste 1 heure ou 2. Et elles ont tout de suite développé, quand on a fait l'analyse de leur corps, on les a examinées de toutes les façons possibles. Tout de suite, elles ont développé des signes très sérieux de stress biologique associés éventuellement à la mort. Alors, c'est très, très fort. Et vous savez, le stress et le stress biologique qui inclut le stress psychologique, c'est un facteur qui est très, très négligé en médecine. Et c'est un facteur caché, mais qui est dominant par rapport à la santé des personnes. Et quand il y a des circonstances qui changent subitement, qui peuvent augmenter de façon dramatique le stress, c'est presque comme se faire frapper par une voiture. Ça peut être mortel pour des personnes fragiles ou malades ou âgées.
Et je pense que c'est ce qui s'est passé parce que ce stress va augmenter chez les personnes qui sont déjà susceptibles de développer des pneumonies spontanées d'aspiration. D'avoir ce stress additionnel, ça augmente de beaucoup la fréquence ou je dirais le risque de développer une pneumonie spontanée. Et donc ça, c'est un des mécanismes que je décris dans l'article. Et donc, je fais le tour de tous les mécanismes possibles de mortalité. J'élimine la contagion virale parce que les données prouvent que ce n'est pas possible que ça soit ça. Et j'examine tout ce qui est possible et tout ce qui est le plus probable d'après les connaissances scientifiques. Et j'en conclus que dans le cas de toutes les pandémies historiques, et ça inclut la plus récente, c'est des pandémies dans le sens que sur des grandes régions, il y a des excès de mortalité. Ce n'est pas des pandémies dans le sens qu'il y avait un pathogène qui a causé cette mort-là, un pathogène nouveau qui s'est répandu. Parce qu'on a changé la définition de la pandémie récemment. Historiquement, ça voulait simplement dire beaucoup de morts à un endroit qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ça pouvait être des empoisonnements, ça pouvait être toutes sortes de toxicités reliées à des faux septiques, etc. Ça pouvait être toutes sortes de choses. Et ça donnait lieu à des épidémies. Et quand c'était à grande échelle, c'était des pandémies. Puis après ça, ben, on a promu l'idée que les virus se répandent et que c'est ça la cause de beaucoup de ces phénomènes-là. Et donc, ça a été mis par après, ça. Et moi, j'ai démontré donc dans l'article que toutes les pandémies historiques qu'on connaît, qu'on a étudiées, sur lesquelles on a écrit des articles scientifiques, et la plus récente et les plus récentes, peuvent s'expliquer en termes d'une agression de société. Typiquement, il va y avoir une famine, il va y avoir une sécheresse due à une exploitation extrême de l'élite qui contrôle le système financier. Il va y avoir, des fois, c'est des accidents naturels, dans le type une explosion volcanique très grande qui crée un nuage qui fait en sorte que il peut y avoir une sécheresse en réponse à ça. Il y a aussi la toxicité des substances qui sont dans le volcan. Historiquement, il y a plein de raisons fondamentales pour les pandémies, mais dans tous les cas, l'intervention, qu'elle soit naturelle ou autre, ça donne lieu à un stress biologique énorme sur les personnes les plus fragiles, les plus pauvres, les plus mal nourries, etc. Ça atteint Et certaines personnes que ça ne les dérange pas, mais il y en a d'autres que ça les frappe de plein fouet. Cette ça les frappe angoisse-là, assez pour les tuer parce qu'on ne peut, typiquement, on mesure que la mortalité. C'est la donnée la plus fiable. Et donc oui. là, on parle de est-ce que c'était assez. Et donc, il y a un peu ce filtre-là dans cette analyse. Si on peut Beaucoup parler de de gens vont. la section 3.3.1, exclusion, le SARS-CoV-2 comme principale cause de décès. Donc, vous ne commencez pas, il n'y avait pas de main morte. Et dans un beau gros paragraphe en bold, en bas de la page, vous dites, en plus d'être strictement incompatible avec des observations définitives et répétées, l'hypothèse du SARS-CoV-2 comme cause principale de décès pendant la période COVID n'est pas nécessaire pour expliquer une quelconque caractéristique de la mortalité, toutes causes confondues dans un des pays étudiés. Donc, finalement, c'est un peu comme si la COVID n'avait pas existé. Allez-vous jusque-là, vous? Ça a gelé. Allô? Votre Internet est gelé. Donc, on va couper au montage.
Ça avait gelé. Oui, et je ne sais pas pourquoi. Ça a gelé, je vous entendais plus. Je vais Et juste bon, reprendre la section, j'ai un parce que là, j'allais vous parler de la section 3.3.1. Puis là, quand je vous ai regardé, vous étiez plus là. Vous étiez Oui, gelé. oui, oui. Fait qu'on le reprend. 3, 2, 1. Si on prend la section 3.3.1, exclusion, le SARS-CoV-2 comme principale cause de décès. Et dans un gros paragraphe en caractère gras en bas de la page, vous dites, en plus d'être strictement incompatible avec des observations définitives et répétées, l'hypothèse SARS-CoV-2 ou l'hypothèse d'un virus respiratoire spécifique provoquant une pandémie, comme cause principale de décès pendant la période COVID, n'est pas nécessaire pour expliquer une quelconque caractéristique de la mortalité, toutes causes confondues, dans l'un des pays étudiés. Êtes-vous en train de dire que la COVID n'existait pas finalement? Je suis en train de dire que si on veut dire qu'il y avait un nouveau virus et si on veut dire qu'il se répandait, que c'était cette contagion qui causait la mort, je vois des preuves contraires à cette hypothèse-là. Parce que pour que ça soit ça le mécanisme, il faut que ça se répande selon les lois de cette contagion et ce n'est pas le cas. Donc, je vois que des contre-preuves. Je vois jamais d'exemple dans la mortalité en fonction du temps et en fonction de la géographie et des juridictions. Je vois jamais d'exemple où on pourrait dire, ah, regardez, il y a quelque chose qui se répand là. Il y a une contagion qui se répand. Il y a une évolution dans le temps et dans l'espace qui correspond à ce qu'on pourrait s'attendre pour une telle contagion. Il n'y a aucun exemple de ça dans aucune des données et il n'y a que des exemples contraires à ça. Parce que si, par exemple, dans un comté aux États-Unis, il y a une très grande mortalité sur, disons, 1 ou 2 mois, très, très grande, spectaculaire, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très virulent en cet endroit-là. C'est pas possible que cette chose très virulente reste uniquement là et ne se répande pas. Dans L'État à les... côté, il se passe presque rien. Et vous Rien. avez fait, c'est ça que vous avez constaté, vous, des trucs Oui. du genre. J'ai même montré des cartes où les frontières entre les pays aux États-Unis étaient respectées par le soi-disant virus. Et j'ai dit en me moquant, ça veut dire que le virus a un passeport et respecte ses frontières. Et c'est ridicule. On voit ça, par exemple, l'Allemagne n'a pas appliqué de méthode agressive au début de la pandémie déclarée, et n'a pas eu de surmortalité, aucunement, pendant les premiers plusieurs mois de la pandémie, alors que tous les pays autour, la France, la Belgique, etc., avaient des pics de mortalité dans les régions qui étaient immédiatement connexes à l'Allemagne. Alors, il y a comme ça plein d'exemples. Il y a aussi l'exemple, la frontière entre le Portugal et l'Espagne qui est comme ça, la frontière entre le nord de l'Italie et les régions autour. Et ce qui est intéressant avec l'Italie, c'est qu'il y a une très grande mortalité au nord de l'Italie, en Lombardie, autour de Milan, et il n'y a aucun excès de mortalité dans toute la région autour de Rome. Alors que les deux ont des grands aéroports avec des vols avec l'Asie, et les deux ont des hautes densités de population, la même sorte de structure, le même type d'hôpitaux, etc., etc. Dans une région, il y a eu des très grandes mortalités et puis dans l'autre, aucune. Eh bien, on sait que dans le nord de l'Italie, on a appliqué des méthodes très agressives où on disait aux gens, venez tout de suite à l'hôpital et on va vous intuber, on va vous sauver. Et ils ont même développé une façon pour mettre 2 patients sur une machine respiratoire, ce qui était nouveau. Ils ont décidé de faire cette magouille-là, si on veut. Et alors qu'à Rome, ce n'était pas du tout le cas. Les gens restaient chez eux et les hôpitaux n'annonçaient pas, là, venez en grand nombre, on va vous sauver. Il n'y avait rien de ça. Il n'y avait pas les grandes interventions. Il n'y a pas eu de mortalité. Alors, il y a comme ça
des paires de juridictions qu'on peut comparer. Il y en a plusieurs dans le monde et dans les pays, d'une région à l'autre, où ça n'a pas de sens qu'il y ait eu une grande mortalité juste pendant un certain temps qui ne se répand pas et dans des conditions très semblables et qu'on peut comparer, il n'y en a pas eu. Les premiers arrivés à l'hôpital, c'est probablement ceux qui ont peur. C'est que c'est un peu comme les tests COVID. Les gens n'allaient pas faire la ligne, faire des tests COVID, mais étaient en parfaite santé. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais ils m'ont dit de venir passer les tests. C'est quoi ça? Oui, les effets psychologiques et l'effet de la peur sont très, très importants. On a montré, là, il y a un article, il y a des articles qui vont sortir dans les semaines qui viennent, là, mais dans un de ces articles-là, on a montré en détail que dans les comtés aux États-Unis où les gens restaient à la maison, ils mouraient beaucoup moins que dans les comtés où ils allaient mourir à l'hôpital. Et donc, où ils avaient changé leurs habitudes, où la mortalité en hôpital augmente soudainement, il y a beaucoup plus de mortalité. Et donc, on étudie ces statistiques-là, et c'est pas simplement, ça nous apparaît comme, c'est pas parce qu'ils étaient plus malades qu'ils sont allés à l'hôpital, mais c'est plutôt, ils sont morts parce qu'ils sont allés à l'hôpital. Donc, on arrive à faire la part des choses comme ça. Et donc, il y a plein d'articles qui s'en viennent là qu'on va démontrer en détail. Le Québec a été... Votre rapport, dans la fameuse section 3.3, oui. la prochaine, c'est la 3.3.2, hypothèse. Je l'aime bien, celle-là. Stress soudain et extraordinaire dû au mandat et mesure. Et un des premiers paragraphes, vous dites le rôle de la hiérarchie de domination sociale dans les sociétés humaines et animales en tant que source structurelle et principale de facteurs de stress complexes, situationnels et dépendants du temps, agression de domination, qui détermine principalement la santé et la longévité d'un individu, dépendamment du statut social. Donc, c'est quoi que ça veut dire? C'est que ceux qui se pensent petits ont été terrorisés? C'est un peu ça? Expliquez-le à votre façon. D'accord. Bon, d'abord, c'est des découvertes scientifiques qui datent d'un certain nombre de décennies, qui sont très, très bien établies. C'est tout un domaine de recherche. Et dans ce domaine de recherche-là, on a démontré que l'agression... Bon, d'abord, tous les animaux sociaux, et ça inclut les humains, construisent et maintiennent des hiérarchies de dominance. Il y a toujours une structure en classe sociale, il y a toujours des individus dominants et des individus qui sont en bas de l'échelle, si on veut. Et ça, c'est vrai partout où il y a des animaux qui vivent en société. Et donc, il y a probablement des raisons évolutives pour ça. Il y a toute une théorie là-dessus, etc. Mais donc, la réalité de nos sociétés, c'est qu'il y a nécessairement cette hiérarchie de dominance. Et cette hiérarchie de dominance-là, elle est maintenue par des agressions constantes. Donc, les dominants doivent constamment montrer leur pouvoir et leur dominance et mettre à leur place les sujets. Donc, ça peut être fait dans les sociétés humaines, ça peut être fait avec les institutions, ça peut être fait par le fait qu'on ne peut pas accéder aux mêmes privilèges ou à certaines, même à la justice dans les cours, etc., dépendant de notre classe sociale, dépendant si on a de l'argent ou pas. Il y a plein de choses qui font que il y a des agressions continues contre nous, la frustration d'attendre en ligne, la frustration de ne pas être entendu, de ne pas être compris, la frustration que nos attentes, même si on nous avait promis des choses, mais ce n'est pas tout à fait ça, etc. On peut considérer que ce sont tous des agressions qui maintiennent cette hiérarchie de dominance. OK? Et ces agressions-là peuvent être encore beaucoup plus violentes que juste normalement les agressions normales dans une hiérarchie de dominance stable. S'il y a un gros chambardement et s'il y a un gros push pour que certains prennent beaucoup plus de pouvoir et écrasent les autres, comme dans des périodes où il y a vraiment un meltdown économique, par exemple, où vraiment il y a une redistribution des richesses et il y a des gens qui prennent beaucoup plus de pouvoir, il y en a qui perdent
tout leur pouvoir d'achat, etc. Dans des périodes comme ça où il y a des meltdowns, ça peut être initié par une guerre, il peut y avoir toutes sortes de raisons. À ce moment-là, les agressions sont beaucoup plus violentes et le stress biologique qui est causé par ces agressions-là est aussi plus fort. Et ce stress biologique qui est induit par ces interactions est connu scientifiquement comme étant le facteur déterminant de la santé de l'individu. C'est la chose la plus importante. Que ce soit des singes, des poulets dans la basse-cour, que ce soit des personnes humaines, que ce soit n'importe quel groupe d'animal social, le stress biologique qui vient de ces agressions, la quantité de stress biologique auquel on est sujet tout le temps, c'est le facteur déterminant à savoir si on va plus souvent être malade, plus souvent avoir des infections et éventuellement, on va se développer moins, on va avoir moins accès aux ressources et on va mourir avant les autres. Donc, c'est ce qui détermine. Il y a toujours un gradient de santé qui est rattaché au gradient des classes sociales, si on veut. Et il y a des raisons fondamentales pour ça qui sont reliées à le fait qu'on construit comme ça des hiérarchies de dominance et que c'est en nous de faire ça. On a évolué pour habiter des sociétés comme ça. Et donc, ça, cette connaissance-là, cette connaissance scientifique-là, les médecins et les compagnies pharmaceutiques veulent nous les faire oublier. Ils ne veulent pas qu'on sache ça et qu'on soit conscient de ça. Ils veulent plutôt faire semblant que la maladie et la mauvaise santé est due à des maladies qu'on attrape par accident. Que c'est juste simplement des choses qui nous arrivent et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est une personne riche peut être malade aussi bien qu'une personne pauvre, etc., etc. Ils veulent nous faire passer ce mythe que la maladie est associée aux pathogènes qui nous arrivent de façon chaotique et aléatoire. C'est pas du tout vrai. En fait, la maladie est très intimement reliée aux conditions environnementales et sociales et à notre classe sociale. Très, très intimement reliée à ça. L'intimidation des hommes politiques, des chroniqueurs, des journalistes, etc., que les médias qui intimidaient les gens, qui insultaient les, entre guillemets, complotistes. Tu sais, on va se dire, là, on est beaucoup qui y goûtaient. Et il y avait un climat de terreur là-dedans. Est-ce que ça rentre un peu dans la domination sociale, ça? Absolument, absolument. C'est nous faire comprendre qu'est-ce qu'on s'attend de vous. C'est nous faire comprendre notre place. C'est nous faire comprendre. Ça faisait peur au monde aussi. Ça faisait peur à tout le monde. Mais... Absolument. Et c'est nous faire comprendre notre absence de pouvoir et qu'on doit obéir et qu'il n'y a pas le choix. Et c'est nous faire comprendre toutes ces choses-là. Et les recherches ont montré que, en plus, ça c'est intéressant, cette agression qui maintient la structure de dominance, elle est plus efficace si elle est irrationnelle et chaotique. En d'autres mots, si on change les règlements à toutes les 2 semaines, et si on dit le contraire de ce qu'on disait avant, ben c'est plus efficace pour maintenir le pouvoir et pour intimider les gens que si on était consistant. Donc, ça aussi, c'est un aspect intéressant. Un autre paragraphe qui m'allume, 2 paragraphes plus bas. De manière plus générale, comme on le sait maintenant, la santé et la survie des individus parmi les animaux sociaux et les primates en particulier sont principalement déterminés par la position et le rôle de l'individu dans la hiérarchie de dominance en relation avec la physiologie et la biochimie de l'agression de dominance. Vous citez Sapolsky 2005, y compris via les infections respiratoires, Cohen et Hall 1997, l'irrationalité ou le caractère aléatoire des actes d'agression de dominance joue un rôle important via les mécanismes de réponse au stress et amplifie les dommages causés aux individus subordonnés. OK, c'est que le gros méchant fait peur aux petits. C'est très efficace.
Très efficace. Et fait peur et opprime, je veux dire, écrase, permet pas accès aux ressources, etc. Hein? Il y a du vol constant. Il y a une distribution à des ressources qui est à une direction et qui est maintenue par cette agression. Et donc, ça, c'est très important. Je pourrais vous donner tellement d'exemples. J'avoue que c'est une approche scientifique. Ce que j'aime, là, c'est que c'est scientifique. C'est comme si vous analysez tout ça, puis sans préjugés, peut-être un petit, là, mais je veux dire, vous analysez tout ça, puis, et puis c'est de l'observation. Oui. Le 3.3.3, autre point intéressant, hypothèse, stress biologique individuel amplifié collectivement. Là, quand on regarde la TV sans arrêt, qu'on regarde toutes les posts qui font peur sur les médias sociaux, qu'on se compte des peurs entre voisins et voisines, donc ça a un effet multiplicateur, c'est ça? Absolument. Et je cite, dans cet article, je cite les recherches scientifiques qui ont montré que la peur et le stress se transmettent d'une personne à l'autre, presque comme le virus qu'on imagine. OK? Il y a une transmission de ce stress et une transmission sociale de ce stress. Et ça, c'est bien établi, c'est démontré scientifiquement. Alors, quand il faut faire très attention parce qu'il y a une réaction en chaîne, si on veut. S'il y a trop de personnes qui ont peur en même temps et qui embarquent dans la peur ou dans l'illusion, ben, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une amplification rapide du stress qui va résulter de ça. Alors que s'il y a assez d'individus qui disent, ben voyons donc, je ne le vois pas, là, il n'y en a pas de personnes mortes dehors. En d'autres mots, les personnes qui sont ceux qui résistent à ces mythes sont ceux qui peuvent réparer un peu les dégâts, qui peuvent adoucir la transition, qui peuvent permettre de se sortir de cette chose stupide. Hein? C'est un peu l'image classique que ceux qui observent les animaux, là, c'est par exemple les babouins qui se promènent en savane, il y a des arbres, il y a des lions de temps en temps qui arrivent pour les manger, et donc ils sont tous en train de vérifier s'ils voient des ombres changer, des bruits, etc. Et là, si quelqu'un voit un des membres de la troupe voit quelque chose, il va crier, il va peut-être bouger, il va crier. Ce cri ne va pas faire en sorte à chaque fois que tout le monde va courir et grimper dans les arbres, parce que ça serait une grande perte d'énergie, ça serait destructeur pour la troupe. Mais s'il y en a 2 ou 3 ou 4 qui crient et qui sont à peu près dans le même coin, et puis qu'il y en a un ou deux de ceux-là qui commencent à courir, ça peut inciter tout le monde à vouloir se monter dans les arbres, voyez? Et l'énergie qui est dépensée à faire ça, ça prend beaucoup de ressources. Être toujours aux aguets, puis toujours se cacher, puis toujours... Et donc, il y a besoin des individus qui ne réagissent pas. Il y a besoin des individus qui vont pas crier nécessairement la première fois qu'il y a quelque chose qu'on dit qui est épeurant. Et ça prend tout ça pour pas qu'il y ait des réactions non linéaires là, d'amplification qui fait qu'on fait des gros dégâts. Et c'est ce qu'on a fait avec COVID. On nous a dirigés vers un méga dégât. Parce que, parce que, ça, c'est une autre affaire, là, c'est pas... Mais ça c'est de l'interprétation sociale de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi ils l'ont fait. Mais scientifiquement, il y a définitivement un effet d'entraînement. Un gâchis sur toute la ligne. Là, si je regarde le 3.3.4 et non le moindre, hypothèse, agression due à des interventions médicales extraordinaires autres que la vaccination contre la COVID. Et là, je vais en énumérer quelques-uns. Le refus coordonné d'antibiotiques ou d'ivermectine contre la pneumonie bactérienne. L'utilisation systématique des ventilateurs, on a tous entendu parler de ça. Protocole de traitement expérimentaux hydroxychloroquine à forte dose. Nouveau protocole de médication palliative et psychologique. Isolement de personnes vulnérables.
refus d'installation de soins intensifs, refus de services médicaux à domicile et dans la communauté, accidents liés à des tests agressifs, accidents et infections dus à un personnel réduit dans les maisons de retraite, incitation de l'aide à mourir volontaire ou involontaire, prévalence accrue d'erreurs médicales en raison. Et ça, c'est tout le corps hospitalier, finalement, puis qui a fait tout le contraire de ce qu'il fallait. Oui, absolument. Et tous ces exemples-là, ça vient de choses qui sont documentées. Et dans plus qu'un pays, c'est documenté. Et ça a eu lieu là où nous, on observe la mortalité. Ça a eu lieu de façon importante là où on voit des grands pics de mortalité. Et donc, ce n'est pas juste une liste de choses qu'on propose comme hypothèse, mais c'est des choses qu'on a observées et qui sont documentées. Ouais. Et c'est le corps médical qui a fait ça. Oui. Elle va en train de dire que les gens sont hypochondriaques aussi. Ils deviennent malades. Ils ont tellement peur Oui, mais ça va de la ensemble. maladie qu'ils se trouvent à la créer. Y a-t-il quelque chose de... OK, je vais vous dire quelque chose de un peu radical. Je ne l'ai pas dit comme ça dans l'article, mais je vais vous le développer un peu là. Le système médical est une institution qui a comme rôle de maintenir la hiérarchie de dominance. C'est une des grandes institutions qui maintient cette hiérarchie de dominance. Et ça veut dire qu'il induit une dépendance. Il crée une dépendance comme si on avait besoin des médecins pour être en santé. Alors que la vérité, c'est que la médecine, c'est minimum la troisième cause principale de la mortalité dans nos sociétés et probablement plus élevée que ça, parce que là, on ne considère même pas les traitements qui sont approuvés et donnés correctement, mais qui sont meurtriers. Et je pense à la chimio pour le cancer. Et donc, il y a de plus en plus d'études qui démontrent ça. So, la médecine, il faut comprendre la médecine comme une institution qui est intégrée à cette structure de pouvoir et qui participe, de la même façon que les grandes institutions dans le passé, comme l'Église, etc., ont joué ce rôle-là. C'est une des institutions importantes de nos jours, c'est la médecine. Alors, ce n'est pas un accident dans ce sens-là, ce n'est pas un accident que les médecins ont fait le contraire de ce qu'on aimerait pour la santé des individus. Le médecin et l'infirmière exécutent des ordres. Oui. Eux, l'obéissance selon Milgram. Oui, absolument. Et donc, c'est certainement, leur rôle n'est pas nécessairement conscient. Avec des primes COVID pour les exécuter. Oui, oui, oui. Oui, absolument. C'est important de le mentionner, là. Ouais. Oui, oui. Ah oui, comment toute la structure se tient et comment ça fonctionne. On rentre dans le développement professionnel, les règles des professionnels, la hiérarchie à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur de l'ordre, etc., etc. Oui, il y a tous ces mécanismes-là qui sont en jeu, mais il faut comprendre que la médecine fait plus de tort que de bien. Il y a maintenant des centaines, des milliers d'études qui démontrent ça. Il y a des études très, très bien connues qui montrent, par exemple, comme par exemple en Angleterre, dans les périodes où les médecins sont allés en grève pendant des longues périodes, la mortalité a chuté. Il y a plein d'études qui démontrent ça. Alors, il faut arrêter de penser, évidemment, et nous, on joue le rôle d'accepter d'être la personne qui est dépendante de la médecine pour notre santé. On joue ce rôle-là. On cherche quel médicament on doit prendre. On cherche à suivre les ordres d'une personne en autorité qui va nous soulager et qui va nous dire quoi faire et comment le faire. Le Collège des médecins ne nous aimera pas. Là. Ils ne vous aimera pas. Ils n'aimeront pas votre rapport. Avez-vous déjà eu du trouble avec eux autres? Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler ou on sait qu'ils sont pointilleux, ils sont un peu susceptibles? Mais Quoi qu'ils moi, ont tendance aussi à oui. être discrets par bout. Là. Bon, ils ne peuvent pas m'atteindre parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas membre de l'ordre.
Et si je faisais des actes qui sont protégés, que seulement les médecins peuvent faire, à ce moment-là, il y a un mécanisme à travers lequel ces ordres-là pourraient me poursuivre. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, mais j'ai eu des interactions avec l'Ordre des médecins au Québec, oui, parce que j'ai poursuivi, moi, un médecin pour le faire discipliner. Et c'est toute une affaire et j'ai gagné cette poursuite. Et c'est allé en appel, j'ai gagné l'appel. Donc, je connais le milieu, je connais ces mécanismes-là et je connais le fonctionnement et la psychologie des conseils de discipline, etc. Mais vous avez raison, avec la structure, le système hospitalier incarne cette structure sociale-là, avec le médecin avec le stéthoscope, là, la Oui. petite garde malade qui obéit, et puis l'autre qui passe la mop, puis bref, c'est très structuré. Oui, et Euh, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui sont certainement en jeu. Là, par exemple, la chimio pour le cancer, dans la plupart des cas, quand c'est des cancers reliés aux tumeurs, c'est très néfaste, c'est très dangereux, c'est du poison. Mais les médecins vont être toute une équipe à soutenir la personne qui a été diagnostiquée pour le cancer. Et ce soutien, et il va y avoir des visites à la maison, il va y avoir des visites à l'hôpital. On devient une personne très importante et on s'occupe de nous. Et cette interaction, cette intervention psychologiquement et socialement peut changer la santé de la personne, peut transformer la santé de la personne. La personne peut être en train de souffrir d'une maladie comme le cancer pour des raisons psychologiques et sociales, de ses conditions et de son environnement et de ses stress dans sa vie. Et cette intervention par le système médical peut l'aider, mais pas parce que le traitement comme tel l'a aidé, mais parce que l'intervention est venue changer quelque chose de fondamental dans la vie de la personne. Elle a une note pour ne pas aller travailler, tout le monde a pitié d'elle, on lui envoie des fleurs, etc., etc. Moi, je pense que le côté de l'impact de cette intervention-là est très important. mais le médecin, sais-tu, avec la chimio, vous avez l'air, c'est pas la première fois que j'entends ça, là, je jouerai pas à l'autruche ici. Mais c'est sûr que vous avez un cancer, là, consultez un expert, là, nous, on se dégage de toute responsabilité. C'est une discussion. Mais le médecin, sais-tu que la chimio, c'est pas si efficace que ça, voire même inefficace, encore pire, régressif? Malheur- Malheureusement, la plupart des médecins prennent leurs informations des vendeurs des compagnies pharmaceutiques qui leur donnent des articles en main propre. Tiens, regardez, c'est recommandé, etc. Et qui leur payent des voyages à des conférences où on leur parle de ces médicaments qui vont Ça sauver aide la vie des à patients. croire tout ce qui est écrit. Ouais. Ah, c'est incroyable. Le système pour payer et informer les médecins est gigantesque. Les Est-ce compagnies. que l'aspect pécunier de se faire payer, ça, j'en ai déjà parlé, ça, mais là, je pense que je parle à la bonne personne. Est-ce que ça a un impact sur nos réflexions, nos perceptions? Si je suis grassement payé, soudainement, ben, OK, ouais, ça doit être bon. Mais Oui. est-ce que ça altère le jugement? Il y a des études scientifiques qui démontrent à quel point c'est absolument le cas, que oui. Convaincu de ça. Ah oui, Oui. oui, mais il y a plein d'études scientifiques qui le démontrent. Par exemple, il y a des études scientifiques dans le domaine des expertises scientifiques et médicales pour la cour. La recommandation de l'expert ou l'opinion supposément objective de l'expert est anormalement biaisée vers la personne qui a payé pour son expertise. Et ça, c'est démontré sans aucun doute. Et il y a le même type d'études par rapport à la médecine en général. Qu'est-ce qu'on va prescrire? Pourquoi on va le prescrire? Il y a le même type d'études qui démontrent ça. Il y a beaucoup de chercheurs qui font ces études-là. Et évidemment, les personnes au pouvoir font tout pour cacher ces études, pour ne pas en parler dans les médias, pour ne pas inviter ces médecins-là, etc. Hein? Mais il y a des ouvrages gigantesques qui démontrent toute la
corruption qu'il y a dans l'industrie pharmaceutique et dans le système médical qui est rattaché à cette industrie-là. Si je peux me permettre, je pourrais parler d'un ouvrage que j'ai trouvé récemment. Allez-y. Oui. Bon, ben c'est en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais c'est par Peter Goetsche et ça s'appelle en anglais Deadly Medicines and Organized Crime. How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. Comment Big Pharma a corrompu les systèmes des soins de santé. Ouais. Et c'est un ouvrage. C'est qui ce gars-là? C'est un grand médecin qui a été un des fondateurs de l'Institut Cochrane, qui était un institut qui passait en revue les articles de médecine, les articles publiés dans les journaux de médecine, pour voir s'il y avait eu des choses anormales qui s'étaient passées, pour voir si c'est fiable. Et ils ont commencé une institution qui examine les articles de cette façon-là, et ça s'appelle l'Institut Cochrane. Et la librairie Cochrane est maintenant très grande et il était un des membres fondateurs de ça. Et donc, c'est quelqu'un qui, depuis presque le début de sa carrière, il a commencé comme quelqu'un qui travaillait pour l'industrie pharmaceutique, mais il a fini comme un médecin, chercheur, qui critique l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est quelqu'un, ça vaut vraiment la peine de voir son œuvre. Mais ce livre-là est unique parce qu'il amène toutes les preuves des tribunaux et des articles scientifiques qui montrent à quel point la corruption est gigantesque. Elle est On le sait. Donc, la vérité, on la sait. C'est ça. C'est pas parce qu'on ne le sait pas. Là. Il n'y a pas d'excuse. Malheureusement, on ne va pas recommander cette lecture-là aux étudiants en médecine, dans les écoles de médecine. Mais moi, je recommande la lecture de votre rapport, là, en 3.3.5. Vous n'avez pas tout vu encore, mesdames, messieurs. Hypothèse, attaque par la vaccination contre la COVID. Là, vous frappez où le bas blesse. Je prends un passage souligné comme ça. 30% des pays, 37 sur 24, n'ont pas détecté de surmortalité, toutes causes confondues en 2020, mais seulement plus tard, lorsque les vaccins seront déployés. Moi, je peux constater que moi-même, j'avais fait une étude sur les décès au Québec, semaine par semaine, et en live un matin en 2022, j'étais avec Sylvain Laforêt et j'avais montré que, oups, deuxième dose, troisième dose, oups, taux de mortalité, 2-3 semaines après, monte, et la même, il y avait une corrélation hallucinante. Je pensais que je rêvais. Moi, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, cette corrélation hallucinante. J'ai écrit des articles pays par pays pour montrer cette corrélation-là. Vous rajoutez 100% des pays, 110 pays, entre autres, qui disposaient des données suffisantes, présentent des associations variées entre les déploiements de vaccins et la surmortalité. C'est que vous êtes penché là-dessus. Les taux de décès s'est mis à monter sérieusement. Là. Oui. C'est frappant, les corrélations qui existent. On va vous dire, les avocats du diable vont vous dire, il n'y a pas de preuves, mais ceux qui ont le sens d'investigation un peu voient que l'élément circonstanciel est très clair. Là. Mais bon. La corrélation entre le déploiement des vaccins et le taux de déploiement et la surmortalité, ça, c'est un fait. C'est pas une question d'interprétation, là. On met un contre l'autre, puis il y a une corrélation certaine. Après ça, savoir pourquoi et comment, et le mécanisme de la cause. Analyser ça par pays aussi, la vaccination, les décès? Oui. Donc, avant que les vaccins soient déployés, il y a évidemment des surmortalités, des pics de surmortalité qui sont dus aux interventions dont on parlait avant. Mais en plus de ça, quand on déploie les vaccins, il y a une augmentation de cette surmortalité qui est évidente à peu près partout dans le monde. Et il y a beaucoup de pays où c'est particulièrement frappant parce que les vaccins ont été, par exemple, un booster a été déployé très rapidement et ça donne lieu en même temps à un pic de mortalité très définitif. Et on voit ça clairement en Australie et dans tous les États de l'Australie, en Israël, dans à peu près tous les pays de l'hémisphère sud
Et après ça, dans l'hémisphère nord, on le voit aussi, mais dans l'hémisphère nord, c'est un peu ambigu parce qu'il y a une surmortalité l'hiver et on a déployé ces boosters-là l'hiver. Donc, il y a à savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a deux phénomènes qui arrivent en même temps. Mais dans tous les cas, quand on a déployé surtout les doses les plus tardives, là, les boosters, etc., les doses de rappel, surtout pour ces doses-là, on voit définitivement à peu près partout des augmentations de la mortalité. C'est un recours collectif un jour, j'ai l'impression que vous allez être sollicité parce que vous avez fait un travail de moine, vous, là. Oui, je suis très sollicité dans des causes, mais j'accepte à peu près jamais parce que je trouve que mon travail scientifique est prioritaire. Parce qu'on fait des choses scientifiquement que d'autres ne font pas, que personne ne fait. Et donc, j'ai tendance à dire non la plupart du temps. Vous rajoutez 64% des pays, 50 sur 78, présentent un pic marqué de surmortalité, toutes causes confondues, fin 2022, début 2023, temporellement associé au déploiement des rappels. Donc, ça, il n'y a aucun doute. C'est sans l'ombre d'aucun doute. Oui, la corrélation est là. Après ça, de l'interpréter, c'est une autre question. Mais Exemple, ouais. quand j'ai fait l'analyse de ces corrélations-là, je me suis dit, toute cette surmortalité qui est corrélée avec le déploiement des vaccins, ça représente combien de morts à l'échelle de la planète? Et on a fait une estimation basée sur 125 pays. Avant ça, il y avait 17 pays dans l'hémisphère sud. Ça donnait la même réponse. Ça correspondrait à l'échelle de la planète à 17 millions de morts. En d'autres mots, il y a eu 17 millions de morts qui sont associés au déploiement des vaccins. Des morts excédentaires. Et ça, c'est nous qui avons calculé ça. Mais pour le mettre un peu en perspective, sur toute la période COVID, qui commence avant le déploiement des vaccins, il y a eu en tout 31 millions de morts. OK? Donc, ça donne un peu l'échelle. Donc, il y a plus qu'une cause de mortalité en jeu, là. Il y a des gens qui ont peur parce que les gens qui vont se vacciner, c'est sûr qu'il y en a qui allaient par contrainte pour garder leur travail, pour certaines habitudes de vie, les garder intactes. Mais le déploiement est-ce que ça se peut qu'il y en a que c'est parce qu'ils sont les premiers à faire la file pour aller se faire vacciner, mais c'est des gens qui ont peur, puis on peut en parler tantôt de toute cette angoisse-là. Donc, comme vous disiez, constater, c'est une chose, mais interpréter les corrélations, c'en est une autre. Oui. Et c'est une grande partie de l'article qu'on est en train de regarder ensemble parle de ces interprétations-là. Hein? Parce qu'une chose que je signale dans cet article, c'est que cette mortalité associée au vaccin est probablement pas due à la toxicité immédiate et directe du vaccin lui-même. Parce que cette toxicité-là, elle est étudiée indépendamment dans les systèmes statistiques qui regardent les effets secondaires des vaccins et elle n'est pas assez grande pour expliquer cette grande surmortalité qu'on voit. Et donc, ça donne lieu à une espèce de paradoxe. Il y a une très grande mortalité associée dans le temps au développement des vaccins, mais cette surmortalité est trop grande pour être due à la toxicité même du vaccin, qui est réelle, qui est vraie, qui a été prouvée, cette toxicité, hein, les autopsies, etc., ça, il n'y a aucun doute, mais elle n'est pas assez grande en grandeur, si on veut, c'est pas assez intense pour expliquer cette très grande surmortalité. On ne peut pas lui faire porter tout le fardeau, mettons, au moment où on se parle. Exact. Et donc, je me suis posé la question, alors qu'est-ce qui se passe? Et j'ai proposé dans cette hypothèse, dans cet article qui donne des hypothèses, que quand on déploie rapidement des doses de rappel dans des maisons de soins à des vieillards qui sont très fragiles, ben, ça amène un stress biologique énorme, intense. Parce qu'on rentre, une équipe rentre, on les teste en même temps. Si on a le malheur de tester positif pour COVID, il y a toutes sortes de
conséquences très négatives à leur égard et on leur impose le vaccin. Et alors, vous voyez, il y a toute une intervention qui est beaucoup plus que juste physiquement l'injection du produit dans le bras de la personne. Et il faut dire que la mortalité, c'est compter les morts et donc c'est des personnes qui ont tendance à être plus près de la mort. Il y a beaucoup de gens, de jeunes, en proportion qui sont morts plus pendant COVID. Mais la quantité de morts de ces jeunes-là n'est pas très grande comparée à la quantité de la mortalité des plus âgés. Donc, quand on regarde tout âge confondu et qu'on voit un pic de mortalité, il faut garder en tête que c'est surtout des personnes âgées, fragiles et malades qui sont morts dans ces pics-là. Alors, quand on veut comprendre pourquoi ce pic de mortalité est associé dans le temps au déploiement des vaccins, bien, ça va être des doses de rappel que les jeunes ont décidé de ne pas avoir et qui sont surtout données à des personnes fragiles dans des institutions. Et donc, on voit là qu'il y a cette façon qui les relie, mais aussi on voit que quand on est rentré dans l'institution, ils ont fait ça très rapidement. Les doses de rappel étaient déployées en dedans de quelques semaines. C'était fou, là. Ils engageaient toute une équipe, puis ils rentraient comme ça, là. Ils voulaient intervenir le plus vite possible. Alors, on peut imaginer la préparation et l'agression qui accompagnaient ça. Et vous parlez des mécanismes possibles par lesquels la vaccination contre la COVID pourrait être une cause principale de décès. Là, vous énumérez l'injection provoque la mort par toxicité directe. Les lipides cationiques sont des candidats pour les composants toxiques. L'injection provoque la mort en induisant une réaction immunitaire excessive. J'allais en parler tantôt, on l'a sauté, le système immunitaire. Donc ça attaque le système immunitaire, mais juste pour en revenir tantôt, faire un petit rewind, si vous permettez. La peur, ça attaque notre système immunitaire, donc nos petits soldats, ils tombent à terre quand on a trop peur, c'est ça? Absolument. Le stress biologique a un impact déterminant sur le système immunitaire. Le système immunitaire, pouvez-vous nous le vulgariser? Est-ce que c'est des cellules tout partout? C'est-tu en haut? Expliquez-nous ça en 3 minutes, le système immunitaire. Je refuse. Vous avez le droit. C'est votre privilège. Non, mais d'abord, c'est pas mon domaine et j'ai tendance à croire, je lis beaucoup sur le système immunitaire, j'apprends rapidement plein de choses, mais je dois vous dire que il y a beaucoup de descriptions ou de narratifs au sujet du système immunitaire. J'ai tendance à ne pas croire. J'ai pas l'impression en tant que scientifique que c'est super bien établi. En d'autres mots, on s'emporte dans nos histoires. Et quand j'explique ça et quand je fais ces critiques-là à des médecins et des scientifiques, ils sont très fâchés envers moi et ils acceptent mal que je puisse mettre en doute les mécanismes moléculaires qu'ils sont en train de décrire comme étant la cause des réactions immunitaires. Et donc, moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est j'admets qu'il y a ces réactions moléculaires, mais je ne crois pas que vous avez découvert tout l'ensemble des réactions moléculaires qui donnent lieu au phénomène. Je ne crois pas que vous comprenez vraiment en détail ce qui se passe. Et entre autres, votre modèle n'explique pas l'impact gigantesque du stress, par exemple, ou l'explique peu. Et donc, moi, j'aurais beaucoup... Vous savez, l'état des connaissances scientifiques, là, c'est bas, hein? Dès qu'on a un modèle moléculaire sophistiqué, parce qu'on ne voit pas les molécules, on voit à peine les cellules, on ne voit pas les membranes des cellules, on voit rien de tout ça. Il faut faire toutes sortes de mesures sophistiquées. Moi, je suis un expert dans la caractérisation microscopique. Dans mon laboratoire, quand j'étais professeur, j'avais un microscope électronique, j'avais des spectromètres, j'avais des diffractomètres. Je suis un expert de la caractérisation et je sais dans quelle mesure c'est impossible de voir ces choses-là. C'est difficile de voir ces choses-là. Donc, j'ai tendance à être très critique de beaucoup de ce domaine de l'immunologie. Mais j'accepte les grandes lignes. J'accepte les grandes lignes. Oui.
On va aller voir le 3.3.6 qui est également très pertinent. Hypothèse, agression des campagnes et mesures associées dans le temps, dans l'espace au déploiement des vaccins. Donc, on est vraiment dans l'environnement proche de la vaccination. On parle de l'utilisation des produits de vaccination contre la COVID mal stockés ou mal manipulés, des combinaisons incorrectes de produits de vaccination provenant de différents fabricants. On mélange tout ça, on prend un d'une compagnie, un de l'autre. Des administrations physiques incorrectes du vaccin contre la COVID par du personnel pressé et mal formé. Des tests de dépistage COVID et des conséquences associées à des résultats positifs avec leurs fameux faux positifs. J'imagine que vous êtes au courant de ça. Une immobilisation et un isolement des plus agressifs ou extrêmes pendant le déploiement du vaccin. Le stress psychologique d'être contraint de se faire vacciner dans l'environnement institutionnel. L'administration de vaccins contre la grippe ou d'autres vaccins. L'administration de médicaments destinés à faciliter ou atténuer les effets secondaires des injections. Un programme de soins perturbés pour les patients, y compris la prise régulière de médicaments. Bref, c'est assez pour rendre le monde fou. Et c'est surtout, c'est assez pour tuer ces pauvres gens. Et je crois que toutes ces mesures-là, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres, mais quand on prend le package, si on veut, de ces mesures-là, c'était 10 fois plus important que la toxicité propre du vaccin pour tuer les personnes fragiles et âgées. OK? C'était environ 10 fois plus important. En d'autres mots, la cause fondamentale de cette surmortalité associée au déploiement est plus dans cette catégorie-là que vous venez de lire que du côté de la toxicité propre des vaccins. Okay? Même si cette toxicité est importante. Et cette toxicité, elle est plus importante en proportion pour causer la mort chez les plus jeunes. Parce que les plus jeunes ne vont pas mourir autant de stress. Ben oui, ben oui. Pourquoi vacciner les plus jeunes? C'est plus payant. D'abord et avant tout, c'est plus payant. Il y a peut-être d'autres choses, on s'entend, là. Oui, ben là, les raisons sociales et politiques, là, on laissera ça pour un autre jour, mais j'ai plein d'opinions là-dessus, mais tout ça pour dire que, par exemple, c'est relativement facile de montrer que le vaccin a tué une personne qui est jeune versus une personne âgée. Parce que la personne âgée avait 10 comorbidités, a les organes affaiblis. Quand on fait une autopsie, on voit toutes sortes de raisons qu'elle aurait pu mourir, tu vois. Et alors que la personne jeune, quand une femme de 23 ans meurt 2 jours après avoir vacciné au Japon et qu'on fait une autopsie et qu'on voit le dommage cellulaire qui est associé à la distribution de ces lipides cationiques, ben, on sait, surtout quand ces cellules-là sont dans le cœur ou des organes importants, on sait que c'est le vaccin qui a tué la personne. Le chercheur qui fait l'autopsie peut conclure ça avec une grande certitude. Donc, les personnes jeunes sont les meilleurs cas pour prouver directement par autopsie et par pathologie des cellules, etc., que le vaccin peut tuer une personne. Mais les personnes âgées, ben, il y a plein d'autres façons de les tuer. Mais, on va approcher la fin du rapport parce qu'évidemment, on fait un survol, mesdames, messieurs. Là, vous le regarderez en détail si ça vous intéresse. 3.37, discerner les causes principales de la vaccination contre le COVID et des agressions associées au déploiement. Donc, vous pouvez nous résumer, c'est quoi ça? C'est une petite section? Ben c'est une section qui discute des difficultés à discerner ces deux choses-là et des mesures, comme j'étais en train de décrire, là, qui peuvent démontrer directement la toxicité versus les difficultés où on ne peut pas faire ça. Et puis la grandeur de ces deux phénomènes-là. Et ça dépend de l'âge. Donc, c'est un peu une section qui discute un peu de cette difficulté-là. 3.38, l'augmentation des facteurs de stress provoque des poussées d'auto-infection respiratoire microbienne spontanée, pneumonie par aspiration. Je vous cite un paragraphe. L'aspiration est définie comme l'inhalation du contenu oropharyngé ou gastrique dans le larynx et les voies respiratoires inférieures
Vous citez Merrick, 2001. La pneumonie par aspiration est une pneumonie bactérienne causée par l'aspiration, y compris l'aspiration manifeste et la microaspiration silencieuse. Pouvez-vous nous vulgariser ça? Alors là, Je on suis en train arrive de me vraiment perdre. dans le cœur de mon hypothèse dans cet article-là. C'est parce que j'ai découvert toute une littérature qui démontre, qui prouve, si on veut, qu'on peut attraper la pneumonie sans que ça soit transmis d'une personne à une autre. En d'autres mots, on peut avoir une pneumonie spontanée. En d'autres mots, on a tous les micro-organismes en nous qui peuvent se débalancer dans le microbiome, c'est-à-dire la communauté de tous ces micro-organismes-là qui habitent nos poumons. Ce microbiome peut être complètement transformé par une attaque ou un impact ou une déstabilisation. Et entre autres, une des déstabilisations les plus connues, c'est cette aspiration que vous venez de décrire. Et donc, quand ça arrive, ça peut faire en sorte que le microbiome dans les poumons, sur une personne fragile et âgée, dans une personne fragile et âgée, peut tuer cette personne-là. Ça peut faire en sorte que il y a une réaction qui est telle qu'on ne peut plus respirer et on meurt. Bon, alors j'ai découvert toute cette littérature qui démontre avec certitude que ce n'est pas une question d'isoler la personne pour pas qu'il y ait de transmission, que c'est une question de s'assurer de minimiser le phénomène d'aspiration. Et c'est un domaine médical entier. Et là, je me suis dit, ben, c'est pas juste l'aspiration de ces fluides gastriques qui est importante. Ça pourrait arriver n'importe quand. Si on a un microbiome complexe et extrêmement fragile, toujours en équilibre dans notre poumon, c'est sûr qu'un choc qui cause un stress biologique intense et immédiat peut faire en sorte que ça va être débalancé et on va développer une pneumonie spontanée. En d'autres mots, j'ai trouvé toute la littérature qui montre à quel point tous les soi-disant pathogènes, on les a déjà dans nos voies respiratoires, comme on les a déjà dans la voie digestive. On a déjà tout en nous qui est nécessaire pour nous causer la mort. on peut être auto-infecté à n'importe quel moment. Quand vous parlez de stress biologique, vous parlez de ventilation mécanique, les sédatifs, médicaments qui causent une bouche sèche, alimentation par sonde, polypharmacie, sonde d'intubation, dépression. C'est toutes des causes possibles? C'est toutes des sources de stress biologique qui déstabilisent potentiellement le microbiome pulmonaire assez pour que spontanément on développe une pneumonie. Et ça, En conclusion, oui. Ouais. Et ça colle avec l'idée que quand les chercheurs ont cherché comment on peut transmettre une pneumonie ou une infection virale, ils trouvent à peu près toujours que c'est quasiment impossible à faire. La seule exception que j'ai trouvée dans la littérature, c'est le cas de la tuberculose, pour ce qui est des maladies respiratoires. La tuberculose, on a démontré scientifiquement que si on prend des personnes qui souffrent de la tuberculose dans une salle, dans un hôpital, dans une pièce, et qu'on prend l'air dans cette pièce et qu'on la fait rentrer dans une pièce à côté qui est un peu un laboratoire où on a des animaux, ces animaux vont développer de la tuberculose. Okay? Donc, on a pu démontrer la transmission dans le cas précis de la tuberculose, mais il n'y a pas d'expérience contrôlée qui ont réussi à démontrer la transmission d'autres types d'infections respiratoires, malgré le fait qu'on ait beaucoup essayé de trouver cette transmission. Vous parlez à la fin 3.39, auto-infection microbienne respiratoire spontanée, pneumonie spontanée sans aspiration. Bon, à la fin de l'histoire, si un gars comme moi vous demande votre opinion franche de
c'est quoi la COVID, les origines et ce qui est en arrière de ça? Est-ce que vous osez le dire en public ou vous êtes comme tout le monde, vous gardez une petite ou moyenne gêne? Voyez-vous, ce qui m'a amené à proposer cette hypothèse-là, là, c'est des faits très, très bien établis. Et voici les faits de base, OK? Parfait, oui. Il il y a juste quelques faits de base qui m'ont pointé directement vers l'hypothèse que j'ai développée ici. Et c'est les faits suivants. Premièrement, il y a de la surmortalité sans aucun doute qui est très importante et qui est toujours associée dans le temps à des mesures, à des agressions, à des choses qu'on fait comme ça, qui sont tout le type de choses qui causeraient un stress biologique. Ça, c'est la première observation. Il y a surmortalité et elle est associée dans le temps à des agressions, toutes celles qu'on a mentionnées. Bon. Deuxième observation, c'est que quand on regarde cet excès de mortalité en fonction du temps, quantitativement, le nombre de décès est exactement égal au nombre de personnes qui sont mortes de conditions respiratoires en même temps. En d'autres mots, tous les pays qui ont des bonnes données sur le fait que la personne qui est morte souffrait sérieusement d'une condition respiratoire et ce n'est pas dû à une autre chose, qu'on l'appelle COVID ou qu'on l'appelle autrement, tous les pays qui ont des bonnes données là-dessus, cette surmortalité de maladies respiratoires est quantitativement égale et en fonction du temps dans la même juridiction que la surmortalité totale, toutes causes confondues, que je mesure moi. OK. Donc, presque toutes les morts excédentaires étaient des personnes qui souffraient de maladies respiratoires, quelles qu'elles soient. Maintenant, c'est quasiment impossible de distinguer les différentes maladies respiratoires. C'est très difficile, il faut faire des travaux de laboratoire, c'est pas évident. Et donc, beaucoup de chercheurs refusent de le faire. Ils les mettent tout ensemble et appellent ça maladie respiratoire. Bon, so, j'ai des circonstances où j'ai beaucoup d'excès de mortalité en association avec des agressions et ces mortalités-là excédentaires, c'est des personnes qui souffrent de conditions respiratoires. Mais là, troisième point qu'il faut garder en tête, c'est que cette mortalité, c'est surtout des personnes âgées. On ne parle pas de jeunes, là, parce qu'on parle de mortalité, tout âge confondu, toute cause confondue. Ces personnes âgées-là qui sont mortes, qui ont donné ces morts excédentaires, souffraient toutes de maladies respiratoires. OK? Alors, moi, je suis pris avec ça et je sais en même temps que ça ne peut pas être la transmission d'un virus parce qu'on l'a prouvé sans aucun doute que ça ne colle pas du tout avec l'idée de la contagion en termes de la variation géotemporelle de la mortalité. Alors, on met ces trois choses-là ensemble et on dit, ben, d'abord, ça prend quelque chose qui tue les gens qui vont mourir essentiellement avec une condition respiratoire. Et l'hypothèse, c'est, étant donné que tous ces différents types d'agressions causent toutes du stress biologique, le stress biologique a un impact très fort, connu, établi sur le système immunitaire, le risque, en d'autres mots, d'avoir des infections. Et puis, les poumons, c'est l'organe le plus susceptible d'avoir des infections. Le plus fragile, disons, par rapport à avoir des infections. Il y a aussi le système digestif, donc on va avoir des diarrhées, des choses comme ça, mais l'infection tueur des personnes âgées, c'est l'infection respiratoire. Alors, je mets tout ça ensemble et je dis, bon ben, et j'observe en même temps qu'il y a une immense littérature sur les pneumonies spontanées et que ça peut être, ces pneumonies spontanées-là peuvent être causées par des centaines de différentes bactéries, en d'autres mots, un biome qui est en déséquilibre. Et donc, ça m'amène à écrire cet article-là pour dire, écoutez, il n'y a pas de contagion d'un virus, là. Tout est dû à cette agression qui aura toujours, à chaque fois qu'on fait une telle agression, aura cet effet-là. Ça va donner un boost de stress biologique qui va causer que les personnes les plus fragiles et les plus âgées vont mourir d'une maladie respiratoire. Tu as voulu planifier et coordonner tout ça? Pardon?
Ah, Est-ce que ah, c'était planifié et coordonné, tout ça? ben, il y a aucun doute que la pandémie, entre guillemets, était quelque chose de planifié et d'exécuté par les personnes au pouvoir. Ça, il n'y a aucun doute. Mais à savoir s'ils étaient conscients de tous les mécanismes et de tous les facteurs qui causeraient la mort en détail des personnes âgées, etc. Et à savoir qu'ils savaient, je suis sûr qu'ils savaient beaucoup de choses à propos de la toxicité des vaccins, parce que les lipides cationiques, ça fait longtemps que c'est utilisé dans les systèmes, Ça, dans les c'est animaux. indépendamment des fabricants, excusez-moi. C'est Oui. indépendamment des fabricants, là. Il n'y en avait pas un mieux que l'autre, ou étaient tous aussi pires les uns que les autres, les fabricants de vaccins, les Pfizer, Moderna, Tous etc. tous les vaccins sont dangereux, premièrement, mais là, on parlait surtout de la catégorie qui utilise les lipides cationiques. Et ça, c'est beaucoup de différents fabricants. Mais il y avait quelques fabricants qui utilisaient des vecteurs autres que ça. Le vaccin chinois utilisait, je pense, un virus ou ce qu'ils prennent pour être des morceaux de virus comme étant le vecteur porteur. Euh, donc, pas tous les vaccins étaient avec des lipides cationiques, mais une grande majorité. Et la raison que ça serait une grande majorité, et la raison que le système, les gens au pouvoir voudraient utiliser cette technologie-là, c'est que ce type de vaccin est très facile à fabriquer et la fabrication est purement chimique. Elle n'implique pas l'utilisation des cellules vivantes, ce qui est nécessaire pour à peu près tous les autres types de vaccins. Donc, c'est OK. relativement propre, ça coûte pas cher et ça se fait facilement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés vers cette technologie. Un paragraphe tiré de la section conclusion. Euh, Vous dites, dans l'état actuel des connaissances, il est possible que la pandémie déclarée COVID 2020-2023 ait été entièrement causée par les mandats, mesures, soi-disant réponses et agressions médicales coordonnées à grande échelle, y compris les tests, les biais diagnostiques, l'isolement, le refus de traitement, en particulier les antibiotiques pour la pneumonie, la ventilation mécanique, la sédation, les traitements expérimentaux et inappropriés et la vaccination. Ça résume assez bien notre discussion, finalement. Oui, oui. Et quand on meurt en étant euh, avec des médicaments qui causent la sédation, on meurt de conditions respiratoires. La sédation augmente le risque d'une infection pulmonaire énormément, énormément. Et donc, ça, c'est tous des articles que je cite dans ce rapport. Mhm. Notre système médical est gravement malade, M. Rancourt. Non, il fonctionne comme il est supposé. C'est Euh, cohérent. C'est et cohérent. c'est cohérent. La tâche institutionnelle du système médical, c'est de jouer le rôle de ce que l'Église faisait avant. C'est-à-dire de maintenir la hiérarchie de dominance dans la société. Et en plus, si on a la capacité d'injecter ce que l'on veut, quand on veut, dans tous les corps de toutes les personnes, là, on a un contrôle très immédiat, biologique, absolu. Vous perdu des amis, vous, pendant la COVID? Quelques-uns, oui. Mais pas la famille proche, OK. contrairement à d'autres, oui. On y a tous passé. Denis Ouais. Rancourt, ça a été un grand honneur, un grand plaisir d'avoir survolé ce rapport. Et puis, au plaisir de récidiver. Félicitations, mes hommages, chapeau bas pour votre œuvre, d'avoir exploité à fond les données empiriques disponibles partout sur Terre pour traiter d'un sujet qui a monopolisé l'attention comme jamais rien avait euh, attiré les réflecteurs depuis la nuit des temps, j'ai l'impression. Ah, ça m'a fait plaisir, j'ai bien aimé ça. Merci, Daniel. Merci beaucoup, M. Denis Rancourt. Mesdames, Messieurs, comme à l'accoutumée, likez-moi ça et partagez pour que tout le monde fasse connaissance avec le rapport de professeur Denis Rancourt.
Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.